Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va poursuivre la résolution du modèle ISLM. Cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo de résolution du modèle. Donc, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la visionner. Vous risquez d'être perdu autrement. Je rappelle juste que j'enregistre l'écran indépendamment et je résous le modèle en même temps que je vous parle. Donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est normal puisqu'il y a mon écran d'ordinateur. Ce n'est pas que je veux vous éviter, pas du tout. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, donc la dernière fois, on s'était arrêté à la question 7 qui nous demandait de déterminer le revenu et le taux d'intérêt avant tout choc, comme je dis, à l'équilibre de long terme initial, c'est-à-dire avant qu'il n'y ait des perturbations dans notre économie, quand notre économie était tout à fait à l'équilibre, qu'il n'y avait pas de souci. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va introduire un choc, et c'est généralement ce que vous allez avoir dans vos examens. Vous allez avoir une économie dans un long terme initial et boum, un choc qui va modifier l'équilibre de votre économie. Et là, je vous ai pris un choc plutôt simple. Je vous ai pris une politique budgétaire expansionniste. Donc là, évidemment, ceux qui ont visionné mes précédentes vidéos sur la politique budgétaire savent tout de la politique budgétaire expansionniste. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à visionner mes vidéos sur le sujet. J'en ai fait, je crois, 3 ou 4. Franchement, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais bon, je vais quand même tout rappeler. Donc, on vous dit que les dépenses publiques augmentent, passant de 10 à 20. Donc, typiquement, elles doublent. Et on vous demande de rappeler les effets d'une politique budgétaire expansionniste à court terme, donc après le choc, où j'écris entre parenthèses DG positif. DG positif, ça veut juste dire que la variation des dépenses publiques, DG, d'accord, des variations G dépenses publiques, est positive, autrement dit que les dépenses publiques augmentent. Alors, donc si on rappelle les effets, donc je vais noter partie 2, tous les énoncés, la correction, vous pouvez la retrouver en description. Je le rappelle, je ne l'ai pas dit en introduction. Donc voilà, tout sera en description, ne vous inquiétez pas. Donc, je rappelle l'effet d'une politique budgétaire expansionniste. Alors, quand on a une politique budgétaire expansionniste, donc la dépense publique augmente. Augmente. Et quand la dépense publique augmente, ça veut dire que le revenu national, la demande globale, augmente. Parce que Y, donc la demande globale, c'est la consommation plus l'investissement plus la dépense publique. Donc quand on a plus de dépenses publiques, le revenu national augmente. Mais en même temps, quand on a une hausse des dépenses publiques, on va avoir aussi un effet sur le taux d'intérêt. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit précédemment, nos variables d'intérêt, nos variables endogènes, il y en a deux, c'est le revenu et le taux d'intérêt. Ça veut dire que peu importe ce qu'il se passe, peu importe le choc, peu importe votre horizon temporel, ce que vous devez toujours expliquer, ce sont ces deux variables, soit le revenu et le taux d'intérêt. Donc si vous n'avez pas expliqué le revenu ou si vous n'avez pas expliqué le taux d'intérêt, il manque quelque chose dans votre mécanisme. Alors, donc là, qu'est-ce qui se passe pour le taux d'intérêt? Tout simplement, quand la dépense publique augmente, l'État a besoin d'argent pour financer cette dépense parce que l'État n'a pas forcément l'argent pour le financer. Et comment l'État va faire pour se financer? Il va aller sur un marché qui va s'appeler le marché des fonds prêtables. Donc l'État va sur le marché des fonds prêtables et en fait il va demander de l'argent, il va demander des fonds prêtables, en fait il va emprunter. Et donc l'État demande des fonds prêtables. Et donc, je le rappelle, avant tout choc, les marchés des biens, de la monnaie, des titres, des fonds prêtables et je crois que j'en ai pas oublié, en fait, ces marchés sont tous à l'équilibre. Donc, s'il y a un choc qui crée une perturbation sur un de ces marchés, comme là, c'est ce qui se passe pour le marché des fonds prêtables, on va avoir un déséquilibre sur ce marché. Et en fait, avant, ce marché était totalement à l'équilibre et d'un coup, l'État demande des fonds prêtables, donc il va créer un excès de demande.
et ça va créer un déséquilibre. Et quand on a un excès de demande, le déséquilibre en fait ne peut pas durer. Il faut toujours ramener l'équilibre en économie. Et pour ramener l'équilibre, il faut faire varier le prix. Or, le prix sur le marché des fonds prêtables, c'est le taux d'intérêt, c'est le coût de l'emprunt. Donc, quand l'État demande des fonds prêtables, créant un excès de demande sur le marché des fonds prêtables, hop, autrement dit, trop de monde emprunte, normal, l'État c'est gros. Voilà, on a un excès de demande sur le marché des fonds prêtables. Le taux d'intérêt va augmenter pour rétablir l'équilibre. De façon assez intuitive, imaginez qu'il y a vraiment beaucoup de demandes de monnaie, pas de monnaie, mais beaucoup de demandes d'emprunt, d'accord? Donc l'emprunt est vraiment très demandé, un peu trop pour l'économie, il faut donc rendre l'emprunt moins accessible et ainsi augmenter le coût de l'emprunt qui est le taux d'intérêt. Voilà, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à les visionner. Donc le taux d'intérêt augmente pour établir l'équilibre et cette hausse du taux d'intérêt fait baisser investissement et demande. Entre parenthèses, Y. D'accord? Parce que Y, je rappelle, le revenu, c'est C plus I plus G. Donc la hausse du taux d'intérêt fait baisser I, l'investissement, et donc fait baisser forcément le revenu. Mais ceci, là, tout ce que je viens de vous expliquer avec les fonds prêtables, tout ceci, c'est un effet d'éviction, c'est-à-dire que ça évince, mais ça n'écrase pas. Donc, au total, ce qui domine, au total, le revenu augmente, donc Y, et le taux d'intérêt aussi. Voilà, donc la hausse taux d'intérêt fait baisser, fait baisser l'investissement, mais ça ne compense pas la hausse initiale de la dépense publique. Alors, maintenant on vous demande de représenter le choc dans le repère YR, donc revenu taux d'intérêt. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, donc là pour représenter un choc, c'est très simple, il faut juste savoir à quelle courbe est rattaché ce choc. En l'occurrence, c'est l'équation IS, la dépense publique est dans IS, donc je vais déplacer ma courbe IS vers la droite. Et on voit bien qu'à mon nouveau point ici, d'accord, ça va être mon nouvel équilibre que je vais noter E1. Donc là, ça va être, bon, je suis allée un peu loin, mais on me pardonnera. Hein. Y1, j'arrive. On fait avec les moyens du bord. R1. Et si je compare par rapport à mon équilibre initial, donc que je vais noter Y0 et R0, donc on voit bien que mon taux d'intérêt a augmenté. Par contre, mon revenu a aussi augmenté. Et en fait, l'effet d'éviction, on le voit. Je le rappelle, l'effet d'éviction, c'est la hausse du taux d'intérêt. En fait, c'est la perte de revenus qu'on a suite à la hausse du taux d'intérêt. Donc, si le taux d'intérêt n'avait pas bougé, qu'on était resté à R0 et qu'on avait été sur la nouvelle courbe IS, on aurait été à ce niveau de revenu que j'appelle Y', je le rappelle. Or, avec la hausse taux d'intérêt, parce que R0, en ce point ici, là, le point vert, IS ne croise pas LM, donc ça va pas du tout. Du coup, comme IS, d'ailleurs j'ai noté IS1, comme IS ne croise pas LM en ce point, on ne peut pas rester là, il faut que le taux d'intérêt augmente et passe de R0 à R1 pour passer au point E1 en fait, où IS croise LM, et donc on passe de Y' à Y1, et toute cette zone-là, en fait, c'est l'effet d'éviction, c'est la part du revenu que l'on perd quand le taux d'intérêt augmente. Parce que si le taux d'intérêt n'avait pas bougé, qu'on était resté à R0, on aurait été au point vert sur le nouvel IS, et donc à Y', mais comme le taux d'intérêt a bougé, on passe à R1, et du coup, on est au point E1 avec Y1, qui est plus petit que Y', mais qui est toujours plus grand que Y0. Autrement dit, on a bien une hausse de revenus, même si elle est un peu, elle est plus faible que prévu, elle est plus faible que s'il n'y avait pas eu cette hausse du taux d'intérêt.
Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. De toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus, je rappelle, parce que voilà, je suis un peu en direct. Mais voilà, c'est ça l'idée de l'effet d'édiction. Le revenu augmente tout de même. Donc, là, on a notre graphique. On a fait la question 2. Et c'est fini, hein, voilà, c'est fini le graphique, c'est juste ça. C'est juste déplacer la courbe IS vers la droite et constater la hausse du revenu et la hausse du taux d'intérêt. Maintenant, on nous demande de calculer les nouvelles valeurs de revenus et de taux d'intérêt. Et là, c'est pas compliqué. On va reprendre la même logique qu'à la question 7 où on nous demandait de déterminer le revenu et le taux d'intérêt, mais cette fois-ci en remplaçant G par 20 au lieu de 10. Donc, je vais reprendre mon équation de quasi-demande. Donc là, je vais noter, alors, question 3. Et là, j'ai pas noté, c'est la 1. Donc, je vais reprendre mon équation de quasi-demande et je vais juste remplacer par les valeurs de l'énoncé. Autrement dit, t, c'est égal à 0, donc ça, 0,6 fois t, c'est 0. Plus C0 qui est égal à 10, plus I0 qui est égal à 15, plus G qui est égal cette fois-ci à 20, plus, du coup, il manque quoi? MS qui est égal à 15 et P qui est égal à 1. Donc 15 sur 1, ça fait 15. Bon, je vais noter 15 sur 1. Voilà. Hop, et là, je vais noter 15. Et donc, si je fais la somme de tout ça, j'obtiens 15 plus 15, 30, plus 20, 50, plus 10, 60. Et donc, mon revenu est passé de, je rappelle, avant 50 à 60. Donc, notre revenu a augmenté, ce qui correspond parfaitement au mécanisme et au graphique. Et ça, c'est vraiment important que vos calculs vérifient votre graphique et votre mécanisme et non pas que vous serviez de vos calculs pour faire vos interprétations et vos graphiques. C'est toujours là, j'ai fait vraiment l'ordre de cet énoncé et penser et calculer parce que c'est vraiment l'ordre le plus optimal. D'abord, le mécanisme que vous êtes censé connaître par cœur. Ensuite, vous avez le graphique et enfin, en dernier, les calculs pour vérifier. Ensuite, on va passer au calcul du taux d'intérêt. Donc là, pareil, je peux prendre soit IS, soit LM. Par habitude de grand-mère, je prends tout le temps LM. Donc n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces équations dans la correction qui est disponible en description. Et donc là, ce que je vais faire, c'est juste isoler R et remplacer Y par 60 et MS sur P par 15 sur 1 et après faire mes petits calculs. Donc là, ce que je vous ai conseillé dans ma précédente vidéo, c'est de tout mettre sous forme de fraction, ce que je vais faire tout de suite. Donc, c'est-à-dire, je vais marquer, au lieu de marquer 0,6, je vais marquer 6 dixièmes fois 60, permettant au 0, d'ailleurs, peut-être mettre une petite parenthèse pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, permettant au 0 du 60 et du 10, en fait, de se simplifier, parce qu'on a 60 sur 10, donc on en simplifie les zéros. Ça nous fait 6 fois 6, 36 moins 15 au final, donc 50R est égal à 36 moins 15, donc 50R est égal à, normalement, 21, donc parce que moins 10 ça fait 26, 21, et donc on a R qui va être égal à 21 sur 50. Et je rappelle que la dernière fois, on avait trouvé un taux d'intérêt qui était égal à 15 sur 50, d'accord? Je vais mettre en gras, même celui-là d'ailleurs. Donc 15 sur 50, et maintenant on a un taux d'intérêt qui est égal à 21 sur 50, ce qui correspond à l'effet d'édiction, cette hausse du taux d'intérêt. Ok, donc maintenant on a fait la question 3, on a calculé les nouvelles valeurs pour le revenu et le taux d'intérêt. Maintenant, on va passer à la dernière partie où je demande, parce que je suis très méchante, mais parce que c'est important, de calculer les variations de produits et de taux d'intérêt suite au choc. Donc là, ce qu'on a fait en fait jusqu'à présent, ce sont des calculs qu'on appelle en niveau. J'ai dit qu'on passait de 50 à 60, de 15 sur 50 à 21 sur 50. On passe de nombre en nombre en fait. On reste en niveau avec des nombres.
Là, ce que je vais utiliser pour cette question 4, ce sont des dérivés. Donc avant de commencer, je vais vous faire un petit exercice pour que vous soyez familier avec cette méthode. Mais petit disclaimer, je ne suis pas prof de maths, donc si je dis des petites bêtises mathématiques, ne m'en voulez pas, mais je fais en sorte que ça soit clair pour vous. Alors, je vais faire le petit test que je fais toujours à tous mes étudiants pour comprendre ce que ça veut dire quand je demande de calculer des variations. Alors, imaginons une fonction y égale 2x. Alors moi, ce que je vais faire en fait, et ce qu'on vous demande de faire quand on calcule des variations, c'est de calculer les différentiels totales. Alors, donc en fait, les différentiels totales, quand vous avez une ligne avec une ligne d'équation, c'est en fait la somme des dérivées partielles. D'accord? Vous faites toutes vos dérivées partielles. Donc là, j'ai y égale 2x. Les dérivées partielles, c'est-à-dire que je vais dériver par rapport à y comme si x était constant. Et après, je vais dériver par rapport à x comme si y était constant. Donc, déjà, je vais commencer par la dérivée partielle de y. Donc, la dérivée partielle de y, en fait, vous vous posez la question, tout simplement, mais c'est quoi la dérivée de y? Qu'est-ce que c'est? La dérivée de y, c'est 1. Et quand je suis en différentiel total, comme je peux avoir plusieurs lettres, je peux avoir x, y, z, je peux avoir plusieurs dérivées partielles, ce que je fais, c'est que je dis attention, c'est 1, mais c'est 1 par rapport à y, parce que je me suis occupée de y. Donc c'est 1 dy. D'accord? Et après, je vais faire pareil pour le x qui est ici. Donc la même chose. C'est quoi la dérivée de 2x? C'est 2. Donc là, je dis que c'est égal à 2, d'accord? Mais attention, j'ai dérivé par rapport à x. Donc 2 dx. Si c'est clair, je peux vous présenter le niveau au-dessus. Maintenant, on va continuer. Donc, je vais vous donner un deuxième exemple un peu plus dur. Donc, est égal à, on va garder le 2x plus x plus, je vais mettre z carré. Alors, si j'arrive à faire un z correctement, z carré. Et là, c'est le niveau 2. Après, on fera un niveau 3 et on passera à l'énoncé. C'est juste pour que ça soit clair. Donc là, pareil. Y. C'est quoi ma dérivée partielle de y? C'est quoi la dérivée de y, tout simplement? Comme si, en fait, vraiment, quand je vous demande ça, faites comme si les x, les z, le reste, c'était des zéros. C'était des constantes. On s'en fiche, d'accord? On s'en fiche totalement. Le de x carré, c'est un gros 4. C'est une grosse constante. Ça nous est égal. Donc, c'est quoi la dérivée de y? C'est 1. Et je suis en différentiel total. Je fais une dérivée partielle. Donc, 1 dy. Ensuite, je continue. Maintenant, je vais m'occuper du x comme si le z et le y n'existaient pas. D'accord? Comme si c'était des constantes. Donc, c'est quoi la dérivée de 2x? C'est 2. Et attention, j'ai dérivé par rapport à x. Donc, c'est dx. Et je continue comme ça. Et vous voyez en fait que je fais tout simplement la somme. Pour faire la différentielle totale, je fais la somme de mes dérivées partielles. Et je continue, comme ça je vais le long de la ligne, je fais mes calculs. Et je ne me pose pas beaucoup de questions au final. C'est très très simple à faire, il faut juste comprendre un peu l'histoire. Et enfin, dernière lettre à dériver, dernière variable, c'est z. Et là, j'ai un z carré. Et pareil, je fais comme si mon x et mon y étaient des constantes, comme si ça n'existait pas au final. Et c'est quoi la dérivée de z carré? C'est 2z. Donc là, je vais marquer 2z. Et attention, j'ai dérivé par rapport à z. Donc dz. Et donc, si vous avez compris ça, vous avez tout compris des différentiels totales, du moins dans le modèle ISLM. Ça c'est vraiment la base. Après, il faut connaître toutes vos dérivées, sinon, évidemment, vous allez mettre beaucoup de temps à faire vos calculs. Donc, ça, c'était pour l'exemple. Pour le niveau 3, donc c'est le suivant. Là, je ne vais pas vous donner la réponse. Vous allez me dire vous-même en commentaire la différentielle totale. Alors, donc, y égale à 2x plus 3z carré
plus 1 sur W. Voilà, ça c'est votre niveau 3. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé pour la différentielle totale. Alors pourquoi je vous montre ça en fait? Parce que quand on calcule les variations de produits et taux d'intérêt, c'est ce qu'on fait. On fait des différentiels totales. Et il faut savoir juste quelle variable dériver, mais c'est ça l'idée. Donc, on va commencer par la variation de produit. Pour calculer la variation de produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre l'équation où on a calculé le produit Y. On reprend notre équation de demande globale, tout simplement. Donc, je vais reprendre mon équation de demande globale. Et là, je vais faire le même exercice qu'on a fait juste avant. On va calculer la différentielle totale. Sauf que, on ne va pas tout dériver comme on a fait juste avant. Parce que là, ce qu'on va dériver, c'est seulement deux types de variables. On dérive, les variables endogènes, c'est-à-dire Y, R, et 2, les variables du choc, c'est-à-dire ici seulement G. Donc là, de toute cette équation, les seules variables qu'on va dériver, c'est Y, bon je dérive mais c'est différencié, et G parce qu'il n'y a pas de R, il n'y a pas de taux d'intérêt. Et en fait, le reste, le C0, le I0, le MS sur P, le moins 0 cité, c'est comme si c'était un gros zéro. On s'en fiche. Comme il n'y a pas de choc dessus, tout simplement, leur dérivée, ça va être égal à 0. Comme il n'y a pas de variation, je rappelle, une dérivée, c'est quand ça bouge, c'est une variation. Comme C0 ne bouge pas, sa dérivée, c'est 0. I0, comme ça ne bouge pas, sa dérivée, c'est 0. Par contre, G, ça bouge. Et donc ça, on va le différencier. Donc là, on va faire exactement la même chose avec Y et G. Et donc, si vous avez compris, vous saurez que la dérivée de Y, c'est... La dérivée partielle de Y, je me corrige, c'est 1. Et attention, j'ai dérivé par rapport à Y, donc 1 dy. Et la dérivée partielle par rapport à G, c'est 1. Mais attention, je dérive par rapport à G, donc dg. Et donc, j'obtiens dy égale dg. Or, je sais que dg, c'est positif, c'est marqué là, d'accord? Donc, ça veut dire que quand ma dépense publique augmente, quand dg est positif, mon revenu augmente. Et là, on voit qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas tout ça, on a des variations. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour cette variation du revenu. Ça veut tout simplement dire que quand la dépense publique augmente, le revenu augmente. Si on avait eu, je vous dis juste ça, si on avait eu dy est égal à moins dg, c'est faux, hein, je précise, on n'a pas ça. Mais si on avait eu dy est égal à moins dg et que la dépense publique c'était toujours une hausse, bah ça voulait dire que quand la dépense publique augmente, c'est-à-dire quand G augmente, le revenu diminue parce que c'était dy égale moins dg. Mais là, ce n'est pas le cas. dg est positif et donc, quand G augmente, mon revenu augmente. Pas de souci. Et maintenant, dernier calcul de cet exercice, on va faire la même chose mais pour le taux d'intérêt. Donc, on va calculer dr. Et là, pareil, même histoire. Les variables qu'on dérive, ce sont les mêmes. Ça, d'ailleurs, je crois que je vais le mettre en rouge. C'est très important. Les variables qu'on dérive, ce sont les mêmes. Les variables endogènes, donc, je vais mettre ça par contre en noir. Donc, R et Y, donc ce sont les variables qu'on va dériver. Et là, il n'y a pas de G, il n'y a pas de dépense publique dans LM. Et c'est pas grave, juste qu'il n'y aura pas de dérivée par rapport à G à faire. Il n'empêche que MS et P, ce sont des variables exogènes sur lesquelles il n'y a pas eu de choc. Donc, leur dérivée sera égale à 0 et ça va disparaître tout simplement quand on va faire les dérivées. Et ce n'est pas grave s'il n'y a pas de G. Donc là, ce que je vais faire comme dérivée, donc la dérivée par rapport à R, la différentielle, la dérivée, pardon, 1, 2, 3. La dérivée partielle par rapport à R, c'est 50 dr, parce que, attention, j'ai dérivé par rapport à R. Et là,
La dérivée partielle par rapport à y, c'est 0,6. Attention, j'ai dérivé par rapport à y, dy. Et donc là, si j'isole, ça me fait dr est égal à 0,6 sur 50 dy. Et là, ce que je peux faire, et ce que j'aime bien faire, c'est tout avoir en fonction de mon choc dg. Et donc, comment je fais ça? Je sais que dy, on l'a vu juste avant, c'est égal à dg. Donc, je vais utiliser le fait que dy soit égal à dg et remplacer dy par dg. Et là, j'obtiens dr égale 0,6 sur 50. On peut simplifier ou pas, on s'en fiche, dg. Et là, pareil, quand la dépense publique augmente, donc quand dg est positif, je vais avoir dr positif, donc le taux d'intérêt qui augmente. Pareil, si j'avais eu dr est égal à moins 0,6 sur 50 dg, comme on a une hausse des dépenses publiques, ça voulait dire que si la dépense publique augmentait, le taux d'intérêt aurait diminué, donc dr aurait été négatif. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas de moins ici, et dg donc augmente, donc on a quelque chose de positif. En fait, il faut vraiment voir cette différentiel comme un produit, si vous voulez. Là, c'est positif, ça, c'est positif, c'est donné dans l'énoncé, d'accord? C'est donné là dans l'énoncé. Ça, c'est positif, donc le produit est positif et le produit égal à dr. Si ça, c'était négatif et que ça, c'était positif, le produit aurait été négatif et donc dr aurait été négatif. Il faut vraiment voir ça comme un produit. Donc voilà pour cette vidéo de résolution du modèle ISLM. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Il y a des choses qui peut-être sont évidentes pour moi et peut-être pas pour vous. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément. Merci encore pour votre soutien et à une prochaine fois. Au revoir.